Voilà, je déclare ouverte la séance du Conseil communal du lundi 24 février 2025. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la présentation de la SBL et l'AGLO2. Le président est en route. Je vous propose de directement passer au deuxième point. Il arrive tout de suite. Le groupe MLC aimerait bien excuser Céline Barth. Oui. Alors, deuxième point, convention liant la commune à Écosym en vue de la mise en place d'une recyclerie végétale et de la récupération de chrysanthèmes dans les cimetières de l'entité approbation. Donc, chaque année, beaucoup de personnes se rendent fin octobre et surtout le jour de la Toussaint au cimetière afin d'honorer leurs défunts. La fleur traditionnelle qui est apportée, le chrysanthème, choisi pour sa floraison tardive. Chaque commune a plusieurs cimetières. Chaque cimetière a quelques dizaines, voire centaines de tombes, et parfois des tombes ont même plusieurs chrysanthèmes. Cela représente au final plusieurs tonnes de chrysanthèmes et de déchets. À cette période de l'année, l'hiver avance et avec le premier froid, ces fleurs sont progressivement retirées par les familles ou le fossoyeur. Face à une telle quantité, des conteneurs sont placés à l'entrée des cimetières. Plastique d'emballage, pots et plantes s'y côtoient pour se retrouver sans traitement particulier dans le circuit de ramassage classique des déchets communaux. Pourtant, le chrysanthème, contrairement aux idées reçues, est une plante vivace très aisée à la culture. Le projet Écosym vise à mettre en place un partenariat afin d'organiser le ramassage de ces chrysanthèmes, cimetière par cimetière, durant la période saisonnière de la Toussaint. Ceci inclut d'une part le tri, la taille et le reconditionnement pour l'hivernage, et d'autre part le stockage sous serre froide qui est ensuite réalisé. En effet, au printemps, la culture et la multiplication de ces chrysanthèmes peuvent recommencer. Une production horticole régionale respectueuse de l'environnement. Et l'automne suivant, les fleurs peuvent être revendues en circuit court sur le territoire et la vente à bas prix aux communes participantes pour l'ornement floral traditionnel. Les chrysanthèmes pourraient notamment être vendus par les écoles de l'entité et le bénéfice généré pourrait ainsi financer certains de leurs projets. C'est un exemple. En résumé, Écosym introduit le tri sélectif dans les cimetières des villes et villages en créant la première recyclerie végétale wallonne. Écosym organise la collecte des chrysanthèmes, que ce soit les plantes, les pots et les plastiques, cimetière par cimetière. Le chrysanthème est sorti d'une utilisation éphémère via l'économie circulaire. Le partenariat se concrétise par une convention liant la commune à Écosym. La durée de la convention est d'1 an, renouvelable tacitement. Pour la première année, c'est-à-dire 2025, le coût total pour l'ensemble des cimetières sera de 2 550 €. Celui-ci inclut le forfait de collecte, la fourniture des visuels personnalisés à poser à l'entrée des cimetières, ainsi que les big bags pour déposer les fleurs. Pour la deuxième année et les années suivantes, il s'agit d'un forfait de 250 € par cimetière, avec 1 tonne incluse par cimetière, plus 25 € par big bag. Si on dépasse la tonne, il y a un supplément de 145 € par tonne. Toutefois, cela semble peu probable. Je terminerai en rappelant que la signature d'une telle convention de partenariat avec une recyclerie végétale dans une démarche d'économie circulaire est inscrite dans la déclaration de politique communale que le collège nous a présentée lors de sa séance précédente, lors de la séance précédente du Conseil. Avez-vous des questions ou remarques? Question qui est pour? Non, bah, on a une pardon. Désolé. On trouvait que le timing par rapport au ramassage était un petit peu précoce. En lisant, c'était à partir du 1er novembre. Oui, mais c'est nous qui décidons. Ah, ok, d'accord. Donc oui, on a eu contact avec Écosym, c'est vrai que ce n'est pas explicite dans la convention, oui, mais c'est à partir du 1er novembre. Oui, on ne va pas ramasser le 2 novembre. Donc si nous, on dit par exemple, pas de ramassage avant le 10 décembre, mais Écosym... Okay. Ce sera chiffré à chaque fois. Oui, oui, tout à fait. Et alors, on a aussi le cas où des gens, des privés forcément mettent des plantes et désirent les laisser, si ce sont des plantes vivaces qui viennent eux-mêmes entretenir et déposer. Est-ce que c'est possible de peut-être donner un avis des citoyens en disant moi je ne veux pas qu'on touche à ma sépulture entre guillemets, à ce que j'entretiens moi-même, etc. Est-ce qu'il y a moyen de peut-être mettre un avis dans le bulletin communal en disant si telle ou telle personne souhaite elle-même se soucier des sépultures familiales, etc. Est-ce que c'est possible de ne pas retirer les plantes Oui, pourquoi pas. Ok, c'est pas mal. Voilà. Je sais pas si... On va passer au vote. Donc qui est pour?
Point suivant, Assemblée générale extraordinaire, prorogation IDEFIN. Donc c'est l'unique point à l'ordre du jour de cette Assemblée générale qui se déroulera le 27 mars 2025. Donc l'intercommunal IDEFIN se charge de la gestion et du financement des participations dans le gestionnaire de réseau d'électricité et de gaz, donc qui est Ores Assets, au nom et pour le compte des communes associées. Donc c'est l'unique point à l'ordre du jour de cette Assemblée générale. Donc tout le monde marque son accord. Alors le point 4, bonjour Christian, on va passer tous les points de l'ordre du jour et on reviendra avec toi après. Parfait. Point 4, marché public de travaux, nettoyage extérieur du bâtiment de l'horloge astronomique, approbation des conditions et du mode de passation. Ce point a déjà été expliqué lors de la présentation du budget. Le montant estimé du marché s'élève à 33 000 € hors TVA. Étant donné qu'il est supérieur à 30 000 €, il n'y a pas la délégation envers le collège, c'est pour ça que ça passe au conseil communal. C'est la procédure négociée sans publication préalable qui est proposée. Il s'agit donc du nettoyage extérieur du bâtiment. Au préalable, les façades et pignons seront vidés de leurs joints. Le procédé utilisé ensuite sera un sablage ou un gommage. Et enfin, un hydrofluge sera éventuellement appliqué pour garantir l'étanchéité. Avez-vous des questions ou remarques? Oui, moi j'ai d'abord une question technique sur le cahier spécial des chartes, où en effet on voit donc un gommage, sablage, puis le jointoyage, mais là il y a un peu une ambiguïté, on parle d'un jointoyage ciment, sable, chaud, sable, on ne sent pas vraiment vers quoi on veut aller. Donc là je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit un peu plus précis à ce niveau-là, déjà pour garantir que le mur soit expirant. Parce que parfois, en utilisant la chaux, il n'y a pas nécessairement besoin d'un hydrofluge. Voilà, donc ça, il faut quand même faire un peu, on souhaite ça, peut-être un détail technique, mais qui est son important. Et mais ça, de manière plus globale, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais j'aime bien toujours le répéter, c'est que ça serait bien qu'à un moment donné, soit un architecte ou un bureau d'études se penche peut-être sur un projet global, qu'on ait une vision de ce qu'on veut faire de cette horloge. Alors c'est très bien, on va entretenir, voilà, mais en sachant qu'il y a des subsides, il y a des appels à projets qui vont peut-être sortir, peut-être moins qu'avant, comme j'ai déjà dit. Mais on est quand même à un moment donné une réflexion, une vision par rapport à ce qu'on veut faire de cette horloge. Donc l'entretien, oui, c'est nécessaire, mais allons plus loin dans la démarche. Ben, je l'ai déjà dit. Oui. Voilà. Donc maintenant, l'un n'empêche pas l'autre, entendons-nous. Et pas plus tard qu'au jour du matin, il y a eu une réunion entre les responsables du service technique communal et les employés de l'Office du tourisme pour parler de l'aménagement intérieur. Voilà, donc qui pourrait être réalisé par le service technique communal. Voilà. Est-ce qu'il y a une recherche de partenariat avec des subsides ou des écoles d'horlogerie comme il y a à Namur par exemple, qui viennent d'être primées d'ailleurs, pour justement, voilà, je n'ai plus vu l'horloge depuis bien longtemps. Est-ce que, elle n'a pas changé. Non, mais elle a un petit peu rouillé. Il paraît que voilà, la vétusté c'était un petit peu installé. D'où sort cet élément qu'elle est rouillée? Elle est un petit peu. Tu es allé la voir? Je ne suis plus allée la voir depuis longtemps, mais j'ai eu des échos de quand même, que ce serait bien de la remettre un petit peu, voilà, de remettre un petit peu à jour les roulements, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être chercher un petit partenariat avec justement l'école de l'horlogerie à Namur ou d'autres personnes? On a eu actuellement, l'aspect, je vais dire, réglage éventuel ou entretien n'a pas encore été approfondi. Maintenant, ce qui est d'actualité, c'est de voir comment on peut améliorer l'aspect audiovisuel. Parce que actuellement, c'est encore une cassette VHS qu'on va numériser par sécurité. Mais ça avait été fait notamment par une école d'audiovisuel. Et donc, ce serait intéressant de faire appel également à des pros ou peut-être à des étudiants et d'utiliser les technologies modernes. Pour avoir une dynamique. Ce serait peut-être aussi, pareil, voilà, pour le mécanisme de l'horloge, de faire venir des écoles justement d'horlogerie, etc., pour dynamiser et mettre en avant ce qui est pour pallier tout problème éventuel. Oui, en plus. Il y a bien 30 ans qu'il y a eu des investissements. Mais je pense que avant, il y avait un horloger sur le zoning de Chastré, je pense. Oui, tout à fait. Et lui s'en est occupé. L'entretien a eu lieu au tout début de la fondation Rambaudouin. Mais
Je pense qu'il y a peut-être une quinzaine d'années Le dernier. que le gars n'est plus là. Oui, c'est vrai. Donc ça peut être sympa Voilà. de trouver un Ouais, petit mais partenariat. toutes ces pistes sont à explorer en échelle. Voilà. Concernant ce point, je vais passer au vote. Qui est pour? Donc, je souhaiterais vous proposer un point en urgence. Je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, il se fait que à l'agence immobilière sociale, nous avons désigné Véronique, mais Véronique a également été désignée par le CPS. Ça pose un peu problème. Cette double casquette. Donc, si vous voulez bien, nous souhaiterions au niveau du groupe MRSI désigner une autre personne. Et il y a un peu urgence parce qu'il y a une assemblée générale qui va avoir lieu dans quelques semaines. Donc, si vous êtes d'accord, est-ce que vous acceptez tout d'abord que qu'on passe ce point en urgence? D'accord? Alors, bon, voilà, on va distribuer. Bon, c'est Émilie qui va te présenter, c'est bien ça. Voilà. Ah, c'est la délibérée en fait. Parce que le vote, on ne vote pas. Voilà, c'est simplement pour information. Maintenant, je vais passer au premier point de l'ordre du jour. Je salue la présence de Christian Lourdes. Oui. Pardon, mais par rapport à la recyclerie végétale, Oui. on se demandait si les plantations dans les bacs communaux, etc., ne pouvaient pas faire aussi, ne pouvaient pas entrer dans ce contrat. Je ne sais pas si c'est déjà prévu. On peut le faire, étant donné qu'on pourra disposer ou racheter un tarif préférentiel. On en fait ce qu'on veut. Si on dit c'est pour les écoles, ok. Si on dit c'est pour l'usage vraiment interne de la commune, on peut également. C'est envisageable. Il n'y a aucun problème. Par exemple, il y a des communes qui, par exemple, lorsque c'est les cérémonies patriotiques, déposent un chrysanthème. Quand on parle de chrysanthème, c'est même pas. Chrysanthème, c'est avec les grosses boules ici, c'est plus de dépôts qui vont prendre plus de. Mais ils nous ont cité l'exemple, il y a des communes partenaires qui demandent qu'on leur garde les chrysanthèmes. Ah ouais. Ici, donc, le premier point du jour, c'est une présentation de l'ASBL des Lacs de l'Odeur. Je salue la présence de Christian Laurent, qui en est le président, qui a justement quitté un conseil d'administration pour venir présenter les projets et un peu le fonctionnement de l'ASBL des Lacs de l'Odeur au conseil communal de Serfontaine. Serfontaine étant l'une des deux communes sur lesquelles s'étendent les lacs de l'Odeur, et Serfontaine qui participe aux organes de gestion des lacs de l'Odeur, étant donné que nous avons un membre à l'Assemblée Générale, et en tant que bourgmestre, je suis également invité au conseil d'administration des lacs de l'Odeur avec voix consultative. Voilà, Christian. Je ne sais pas si on va évoquer la partie financière, on peut mettre le plus qui peut plus pour moi, mais la partie financière. Quand tu... Il est d'accord. Oui. Sinon, je vais mettre le temps de voir quelqu'un. On peut mettre la version longue, et comme ça, si vous voulez comparer un peu de finance, je ne pense pas que ce soit la partie la plus intéressante. Et surtout les deux premières parties.
Merci. Tout d'abord, bonsoir tout le monde. D'abord, pour moi, c'est un moment un peu particulier parce que il y a un peu d'émotion quand je viens dans cette salle-ci. Parce que je suis originaire, vous ne savez pas, de ce village et j'y suis domicilié de nouveau depuis très peu de temps, du mois de janvier plus exactement. Donc, Et tu as été conseiller communal? et j'ai Il y a été très longtemps. conseiller communal il y a encore plus longtemps, effectivement, mais j'ai même connu une fête de Sainte-Cécile dans cette salle-ci, disposée autrement, et c'est mon papa qui faisait fonction de ce qu'on appelle, enfin qui était secrétaire communal, ce qu'on appelait avant les directeurs généraux de journée, étaient des secrétaires communaux. Il était conseiller communal face à André. André, bon, face c'était beaucoup dire. Et donc, voilà, depuis que j'ai atteint l'âge de 75 ans, j'ai un peu levé le pied sur ce qui était mon activité principale. J'en ai conservé 2 dans des présidences, dont une qui s'éteint et une qui va peut-être se prolonger un peu, mais pas très longtemps, c'est celle du domaine des lacs de l'Odeur. J'ai accepté cette mission-là parce que c'était une façon pour moi de rendre, en quelque sorte, à ma région, mon village, ce qu'il m'avait offert dans la jeunesse, etc. Et donc je suis venu ici vraiment avec beaucoup d'humilité parce que la situation n'était pas des meilleure, on va le dire comme ça. Mais aussi parce qu'en arrivant, aussi bien dans la déclaration, la toute première que j'ai faite, que dans le répondant qu'il y a eu de la part de tous les participants au conseil d'administration, j'ai souhaité tout de suite qu'on dépasse la question des politiques partisanes, entre guillemets, en disant la vraie politique, c'est de travailler tous ensemble pour le développement de notre région. Donc, et Christophe qui assiste, donc Bourès qui assiste à tous les conseils d'administration, enfin on appelle ça des organes de gestion maintenant, à tous les conseils d'administration en est témoin et chacun apporte plus que de raison, d'ailleurs parfois, sa contribution. Donc, je vais vous présenter surtout les 2 premières parties. Je ne veux pas occulter la 3e. Si vous souhaitez, on entrera dedans. Elle est un peu plus technique. Elle est peut-être aussi un peu plus morose, mais voilà, ce sont les moyens financiers. Par contre, juste pour savoir, vous qui vivez presque les pieds dans le lac, moi dans celui de Farenprise en tout cas, et celui de Rigeau qui est sur Serre-Fontaine aussi, et celui de l'Odeur en partie. Et un tout petit bout de la bataille. Et un bout de la bataille, effectivement. Donc, le nouveau conseil d'administration s'est installé en juin 2023. Ça ne veut pas dire qu'avant, je ne savais pas qu'il y avait des lacs à Serre-Fontaine. On s'est installé en juin 2023 et on a hérité d'un contrat de gestion qui a été signé quelques mois avant, c'était au mois de février. Donc, l'encre était à peine sèche que le nouveau conseil d'administration s'installait et avait en charge de mettre en œuvre un tout nouveau contrat de gestion. Et pour ce faire, on s'est appuyé sur une étude qui a été menée par IDEA Consult à la suite d'une commande qui était passée en 2018 par le gouvernement wallon, la société publique qui s'appelait Imoral à l'époque, qui elle-même a sous-traité avec certains bureaux d'études pour pouvoir livrer en 2019 une étude sur laquelle on s'est appuyé pour construire notre plan directeur, sachant que cette étude nécessitait pour la mettre en œuvre un peu plus de 30 millions d'euros à l'époque, en 2019. Bon, autant dire que les 30 millions d'euros, on n'en a jamais vu la couleur, et c'est bien normal, la région n'avait pas les moyens de mettre comme ça sur la table 30 millions d'euros, jusqu'au moment où il y a eu le PROE, le plan de relance pour la Wallonie, où le conseil d'administration précédent a été décroché en même temps que le contrat de gestion, 10 millions d'euros au PROE, en gros 9 pour les infrastructures et 1 pour tout ce qui touche à l'image, et ça va de l'impression papier jusqu'à la signalétique des lacs et même la signature, je dirais, des bâtiments pour qu'il y ait une cohérence et des aménagements paysagers pour qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble du site. Très vite, on s'est mis au travail avec un conseil d'administration, comme je vous le disais, qui était extrêmement volontariste. Pour preuve, c'est qu'en août, donc 3 mois après l'installation,
Et donc ça veut dire aussi des travaux d'été, hein, comme vous pouvez le voir. On s'est enfermé une journée entière et même un début de soirée pour sortir les éléments clés du plan directeur, c'est-à-dire répondre, grâce à des mesures de l'étude qui avaient été réalisées, aux problèmes majeurs qui étaient rencontrés sur le site. Alors, on pourra parler tantôt de la poisson et des choses pareilles, mais je parle de l'intervention qui ne peut être qu'une intervention exclusivement publique. Et le phénomène majeur qui perturbait l'organisation des lacs, indépendamment de la perte en personnel, etc., et des événements qui se sont passés en 2018, l'élément majeur, c'est la surdensité du lac de la Plataille, les conflits d'usage, parce qu'on y retrouvait, on y retrouve toujours, hein, en grande partie, les touristes qui viennent là pour loger une semaine ou 15 jours et qui viennent généralement chercher la paisibilité et qui sont confrontés à ceux qui sont plus les touristes d'un jour. Je ne veux pas faire de caricature, hein, on trouve des deux catégories, enfin, deux types de publics dans les deux catégories de publics aussi, mais eux qui viennent plus pour le loisir ou même parfois d'ailleurs pour faire la fête. Donc ça ne fait pas toujours bon ménage et quand on ajoute à ça la densification, c'est un peu compliqué. Donc le plan est reposé, grâce à une mesure de l'étude, sur la dédensification du lac de la Plataille et en même temps, on voulait en profiter pour rendre aux Namurois ce que le Namurois n'a pas eu, et quand je dis Namurois, c'est à Serfontaine, non pas par un choix politique, mais tout simplement parce qu'à l'époque, si vous vous souvenez, il y a eu les fameux fonds FEDER de l'objectif 1 qui sont arrivés dans le Hainaut, et le Hainaut était considéré comme une province en retard de développement, etc., et donc a pu bénéficier d'une manne céleste dont a bénéficié la partie hainouillère des lacs de l'Odeur et pas la partie namuroise. C'est ce qui explique que petit à petit, et je ne veux pas non plus exonérer de tout reproche le manque d'entretien, par exemple, de la station de Falemprise, mais c'est ce qui a aussi expliqué le fait que de plus en plus l'autre grand lac, le lac de la Plataille, est devenu un lac dans lequel venait s'implanter toute une série d'infrastructures et donc d'activités, et donc c'est là que l'attractivité est allée, pendant que cette station-ci à Falemprise était fortement délaissée. Et donc, c'est peut-être parce que j'ai pas voulu ça. Ah ouais. Et donc notre principale préoccupation, ça a été dit, c'est d'essayer de ramener du public de la Plataille vers Falemprise, mais pour ça, il faut rendre Falemprise sexy, attirant, et surtout, il faut le connecter, comme on le verra plus loin. Donc, c'était déjà à l'époque un des éléments clés du plan directeur. Et puis, comme vous le savez, en 2018, il y a eu ce qu'on a appelé les affaires. C'est peut-être un peu exagéré parfois quand on dit les affaires, mais bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, il y a eu de fortes secousses au sein de la SBL, même de terribles secousses, parce que pendant 6 ans, presque 6 ans, la SBL a été privée pendant 5 des 6 années d'un directeur et de tout le middle management. C'est-à-dire qu'en 2018, ça a été le grand ménage, il n'y a plus eu un seul membre du middle management qui est resté en place, tout le monde a été liquidé, seul le directeur général de l'époque a été conservé, mais pas dans sa fonction, dans une toute autre fonction, qui n'était pas extrêmement valorisante, mais dans une toute autre fonction. On a maintenant, non pas revalorisé, rassurez-vous, le salaire, parce que tout ça aussi est sanctionné, hein, tout ça est diminué, mais on lui a redonné aujourd'hui du travail qui est bien utile, parce qu'on n'est pas assez nombreux, et c'est bien d'utiliser l'ensemble des ressources sur place. Donc, on a engagé, suite à un marché public, une équipe conseil. Donc, c'est le conseil sur les développements du site, mais également sur les aménagements urbains, les aménagements paysagers, la signalétique, tout ce qui est image également. On a adopté un nouvel organigramme tout de suite après l'embauche du nouveau directeur en avril 2014. Donc, il y a 24. Donc il n'y a même pas un an encore. On a ajusté les éléments clés du plan directeur en juin 2024 pour en faire vraiment un document de travail qui n'était plus seulement les éléments clés, mais un document complet, et qui a été présenté d'ailleurs par voie de presse je crois que c'est novembre, c'était avant. C'est ça, suivi mise en route, enfin voilà, qui a été adopté effectivement en juin 2024
et qui a commencé à être vraiment mis en œuvre en novembre 2024. Le reste va aller plus vite, je vous rassure. Donc aujourd'hui, de quoi est composé le staff de direction, qui est restreint, vraiment fort restreint par rapport à avant, d'un directeur général, il s'appelle Thibaut Dispa. Il a été choisi par un cabinet de recrutement, enfin, avec une procédure, mais piloté par un cabinet de recrutement, et c'est le choix d'ailleurs in fine du cabinet de recrutement qui a été retenu. Même chose via un cabinet de recrutement, on le saura aujourd'hui ou dans 10 jours, mais le directeur technique et environnemental devrait être recruté, en tout cas dans les prochains jours. J'ai quitté le CA avant la fin et il y en a encore un dans 15 jours, donc je ne sais pas si ce sera pour la fin de celui-ci ou dans 15 jours que la désignation sera faite. Et on a, grâce aux ressources internes, je vais vous parler de l'ancien directeur général, mais il est responsable maintenant des affaires générales, c'est-à-dire que par ses connaissances, c'est lui qui vise la conformité et la légalité de toutes les propositions et de toutes les procédures. Donc, c'est une sorte de vérificateur interne, si vous voulez. Et en ressources internes aussi, une responsable plutôt financière, puisque c'est une dame, c'est en réalité à la base une Ukrainienne, hein, qui est en Belgique depuis un certain temps, avant la guerre déjà, et qui a un diplôme universitaire ukrainien, mais qui n'est pas reconnu comme tel ici en communauté française, communauté Wallonie-Bruxelles, mais qui était extrêmement brillante et donc qui a tout simplement occupé le poste de responsable financier. Donc, utilisation optimale des ressources. Et à côté de ça, nous n'avions pas les moyens d'engager un juriste, d'engager un architecte, etc. Donc on a fait appel à une communauté d'experts, une pour l'identité et l'aménagement du territoire, mais aussi l'image, etc. Et c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'équipe conseil. On a un agent, enfin une petite société qui a été mandatée par le marché public. Tout ça, c'est dans le cadre du marché public, hein, pour tout ce qui touche à la communication, la promotion et le marketing. Ça vient de changer parce que c'était sur marché et le renouvellement du marché fait que ce n'est plus la boîte précédente qui a eu le marché, mais c'est comme ça le marché public, vous savez comment ça fonctionne. Hein, c'est le mieux 10 ans, ou le moins parfois 10 ans. Mais, donc voilà, donc ce n'est plus cette dame-là. On a un spécialiste, un cabinet d'avocats en droit social, marché public et contentieux. On a une fiduciaire et on travaille beaucoup en maîtrise d'ouvrage avec le bureau d'études d'hypothèque parce que c'est une facilité pour nous et une agilité pour rapidement avoir des études qui tiennent la route. Le plan directeur il repose sur 3 grands piliers. C'est tout ce qui touche aux aménagements et aux infrastructures. Vous vous doutez bien que pour ce qui concerne les aménagements, on comptait, et on compte toujours d'ailleurs, mais plus autant sur les 9 millions, en tout cas en infrastructure du plan de relance. Et donc là, c'est là que notre plan directeur est extrêmement important. Le recrutement du directeur actuel nous permet de travailler beaucoup plus, mais on n'a pas encore le staff nécessaire, mais on travaille beaucoup plus sur l'organisation et l'animation du site. C'est quelque chose qui était complètement laissé à l'abandon, mais ça fait aussi partie, enfin c'est aussi, quand je dis animation et gestion, c'est aussi la propreté du site, hein, l'entretien du site de façon générale. Et le 3e pilier du contrat gestion est l'image et la communication. Le contrat de gestion précisant qu'il faut avoir comment ils ont appelé ça, je ne sais plus, une identité, peu importe, mais c'est l'image et la communication. Alors, on ne va pas voir tous les plans, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même un certain nombre de points. J'ai mis ceux qui concernent plus Serfontaine en grammes, je ne vois pas bien le gras ici, mais on le verra plus tard. Et donc ça, ce sont tous les éléments qui composent le plan directeur, qui repose vraiment, lui, sur 2 piliers. C'est l'équilibre de l'offre entre les 5 lacs pour mieux répartir les flux de touristes, et principalement les flux de touristes sur les 2 grandes stations. Falamprise n'est plus une grande station, mais elle va redevenir une grande station. Et c'est pour nous extrêmement important de connecter les 2 grandes stations, particulièrement par les modes doux, donc vélo, trottinette et les piétons, bien entendu.
Et l'autre gros pilier, c'est le développement des activités indoor, donc des activités à l'intérieur, parce que ça permet de faire vivre ceux qui ont des hébergements sur place, et c'est en général aussi ces touristes-là qui viennent acheter dans les magasins de la région. Moi, je suis pas un fan d'Intermarché, mais j'y vais très souvent, parce que c'est beaucoup plus facile, et je rencontre évidemment beaucoup de personnes qui sont au lac en vacances. D'ailleurs, il suffit d'entendre parler autour de soi à l'Intermarché. Il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent le néerlandais, entre autres, ou l'anglais, et même l'allemand. Alors, ça, c'est ce que nous avions aussi décrété comme axe prioritaire, c'est l'axe Est-Ouest, donc ici c'est Ouest, donc c'est Ouest et Est. Hein. On a la grande station de Finlande-Prise de la bataille ici, on a la station de Finlande-Prise ici, et l'idée c'est de développer sur cet axe-là les principales activités. Remettre en mouvement un centre aquatique, donc l'aquacentre, mais renouvelé, réformé, mis aux normes actuelles et surtout avec les tendances actuelles. C'est la question du centre équestre, c'est la question de l'acrobranche, enfin c'est toutes les questions que vous pouvez imaginer, c'est tout ce qui vient se parsemer avec la transformation à terme. Et on est sur un master plan. Donc je n'ai peut-être pas assez précisé qu'un master plan, ce n'est pas quelque chose qu'on met en œuvre dans le mois qui suit. C'est une vision du développement du site pour éviter de faire des erreurs à terme. Et donc, c'est choisir les bons projets dans une vision d'un développement qui fait 5, 10, 15, parfois même 20 ans sur le master plan. Donc, ce qui n'est pas réalisé aujourd'hui le sera dans 1 an, ou le sera dans 5 ans, ou le sera dans 10 ans. Ici, vous avez le centre d'accueil, et le centre d'accueil, lui, qui demain est appelé à devenir un centre d'interprétation. Certains appellent ça des musées, mais ce n'est pas un musée, c'est vraiment un centre d'interprétation, c'est pour bien comprendre la vie, et ici dans ce cas-ci, la vie de l'écosystème, de l'eau, ce qui se passe dans l'eau, c'est faire un tour même à l'intérieur et dans l'eau, à l'intérieur de l'eau, avec des moyens visuels comme on a maintenant. C'est rappeler un peu aussi l'histoire des barrages, puisqu'avant les lacs, il y a des barrages, c'est d'abord et avant tout des barrages, donc ça vaut mieux que quiconque. Et donc c'est vraiment un centre d'interprétation pour raconter cette vie et finalement la vie qui est celle que vous vivez aussi tous les jours. Et le liaisonnement de la station de Finlande-Prise au centre d'accueil et la station de la bataille se faisait par un ravel existant, qui va jusqu'ici. Reprenez-la sur l'autre ravel existant et on venait implanter là une passerelle de 180 mètres pour permettre à des familles de passer d'une station à l'autre, de la station de Finlande-Prise éventuellement au centre d'interprétation, sans devoir prendre la voiture, en laissant la voiture sur site et en y allant tout simplement à pied, en famille ou en vélo, pour ceux qui ont des vélos, ou trottinettes. Donc c'est vraiment, par les modes doux et de façon sécurisée, permettre l'accès sans devoir utiliser la voiture. Donc l'axe prioritaire, c'est développer l'axe Est-Ouest, c'est restaurer la station de Finlande-Prise, la désenclaver. Alors vous allez me dire, en voiture, elle n'est pas enclavée. Mais non, en voiture, il suffit de prendre la voiture. Moi, je suis depuis peu, je n'avais pas la marche avant, maintenant je ne sais plus faire que ça, donc je suis devenu un marcheur. Mais je vais souvent marcher par là, c'est extrêmement désagréable de se promener le long des routes où il y a la circulation, parce que les voitures roulent vite, même si elles roulent doucement, ce n'est pas agréable de marcher à côté. Là, c'est vraiment une balade hyper sécurisée, puisqu'il y a très très peu de voiries à traverser. Donc c'est restaurer l'attractivité de la station de Finlande-Prise, c'est se raccrocher aux itinéraires de mobilité douce, il y a plein d'itinéraires de mobilité douce, et c'est réactiver les infrastructures existantes. Donc la station de Finlande-Prise est un gros morceau évidemment de cette rénovation. Vous savez, vous avez entendu parler de notre projet sur les 9 millions. En gros, il y avait un peu moins de 4,5 millions pour la connexion, pour le désenclavement et les aménagements tout autour. Et un peu plus de 4,5 millions, études comprises, pour la station de Finlande-Prise. Maintenant, le gouvernement a tranché. Il nous reste 4,5 millions et les 4,5 millions sont focalisés entièrement sur Finlande-Prise. Mais nous avons néanmoins, nous sommes détenteurs d'une étude complètement finalisée, donc il vaut de l'argent
pour la connexion, donc pour cette passerelle cyclopiétonne de 180 mètres de long. Avec Christophe, on essaye de se battre quand même un peu pour qu'on puisse aller jusqu'au dépôt de permis, mais ça ne nous est pas encore autorisé à ce stade-ci en tout cas. Pourquoi? Parce que quand il y aura un appel à projet, qu'il soit européen, qu'il soit même wallon, ou qu'il y aura d'autres possibilités, genre d'un plan de relance bis ou quelque chose comme ça, un projet, qu'est-ce qu'on demande pour qu'il soit crédible? C'est qu'il y ait une étude qui démontre son utilité. L'étude, voilà, elle a même été faite bien avant. Et on a en plus l'étude du projet lui-même, de la passerelle elle-même. Est-ce que vous êtes propriétaire du foncier? Oui, on est propriétaire du foncier. Et puis la dernière question, où 9 sur 10 répondent non, mais on aurait répondu oui, c'est est-ce que vous avez un permis? Oui. Dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que quand il y a un appel à projet, il y a la certitude de toute façon que ça va se réaliser, puisqu'il n'y a plus aucun obstacle. Donc c'est pour ça qu'avec Christophe et d'autres, on aurait aimé, et on veut toujours, dans toute la mesure du possible, aller jusqu'au dépôt de permis. Donc, la station de Falamprise, qui doit redevenir, je n'ai pas les nouvelles images, mais je pense que Christophe pourra vous les projeter bientôt, parce qu'on discute encore avec la ministre maintenant, avec le CGT, et aujourd'hui d'ailleurs on nous a présenté ce qui ressemble de plus en plus à ce que sera la station de Falamprise demain. On n'a pas modifié beaucoup les orientations qui étaient déjà prises, on a juste dû le faire un tout petit peu, revoir un peu à la baisse. Ce n'est pas une grosse baisse, c'est-à-dire que la baisse, elle réside dans le bâtiment administratif que nous avions souhaité ne plus maintenir là-bas pour avoir une infrastructure en plus au service des touristes, tout simplement. Ce n'est pas nécessaire que l'administration des lacs ait les pieds dans l'eau. Mais voilà, ça ne se fait pas, tout de suite en tout cas. Peut-être que le jour où on fera le centre d'interprétation, qu'on se dira, il y a peut-être un moyen de reloger les travailleurs de l'ASBL au sein du centre d'interprétation, dans des locaux du centre d'interprétation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc ils vont rester là où ils sont. En même temps, ça nous permet de modifier nos courriers dès à présent et d'indiquer que le siège social du domaine des lacs de l'Odeur se trouve à Serfontaine, à la rue de Falamprise. C'est ça, c'est la rue de Falamprise à Falamprise ou c'est la rue de Falamprise à Serfontaine? Je m'appelle mal avec ça. Mais... Falamprise, c'est un mot. Falamprise, c'est silencieux. C'est envie, c'est perdu. Mais donc c'est rue de Falamprise à Serfontaine. Donc je ne sais pas si on a, voilà, ce ne sont pas ces images-là, rassurez-vous, enfin rassurez-vous oui et non. Il y aura effectivement une promenade qui sera en partie sur l'eau. Ce sera d'ailleurs la partie sans doute la plus attractive de la promenade, mais ce sera une promenade, vous voyez, qui est beaucoup plus importante que ce que vous voyez là au-dessus, donc qui va en gros déambuler de la partie rue du Sénat National, là-bas, et qui va aller vers la route de contournement du lac, avec, et c'est mieux présenté aujourd'hui, hein, mais les images datent, ces images-là datent déjà, et les nouvelles ne sont pas encore prêtes. Donc ici, c'est le bâtiment administratif. Donc c'est le bâtiment administratif à côté duquel on aura une zone événementielle et un petit théâtre de verdure. Donc ça pourrait être des festivals, ça pourrait être des festivals de food truck, des festivals de musique, toute une série d'événements sans déranger grand monde, qui seront soit gérés par l'ASBL qui aura des locaux ici, donc qui pourront mettre à disposition de l'électricité, de l'eau et tout ce qu'on peut imaginer à disposition des organisateurs, soit par le concessionnaire, ça dépendra des offres qui seront déposées au moment où on lancera les marchés publics. Donc il y a plusieurs grandes zones. Il y aura cette zone-là qui sera cette zone événementielle. La zone Horeca, avec une zone un peu privatisée. On a essayé de privatiser le moins possible pour qu'il y ait des possibilités pour les personnes qui ne souhaitent pas aller dépenser de l'argent dans la partie plus privée. Mais ça, c'est une partie qui devra ramener de l'argent à l'ASBL parce que c'est absolument nécessaire si on veut vivre. On va remettre du canotage aussi, c'est-à-dire des pédalos, peut-être nouvelle génération, peut-être des pédalos à assistance électrique ou des choses comme ça. Et il y aura également un geyser qui devrait se trouver à peu près à cet endroit-ci, un geyser pour avoir
un repère visuel, mais ce n'est pas le principal objet. Le principal objet, c'est d'essayer d'oxygéner au maximum l'eau, parce que l'eau du lac de Falemprise est une eau relativement stagnante, même si la rivière Odeur le traverse, mais l'eau est relativement stagnante, et donc on va installer un geyser, mais à côté de ça, on est en négociation aussi avec la DNF pour pouvoir avoir des zones de lagunage. Et les contacts avec le DNF, je dois dire, sont extrêmement positifs et extrêmement constructifs, que ce soit pour ce projet-là ou pour un autre. Et nous aurons des jeux pour enfants, bien entendu. Ce ne sera pas ce jeu-là, mais ce jeu-là est une source d'inspiration, parce que, paraît-il, les enfants aujourd'hui adorent de grimper sur des trucs comme ça, et avec à proximité immédiate de l'eau dans laquelle on peut aller patauger. Donc la station de Falemprise, point majeur, ce sera d'ailleurs le seul point financé par le PROE. La passerelle cyclopiétonne, la voilà. Ce n'est pas ce que vous voyez là. Si vous voyez l'étude des ingénieurs, en fait, cette passerelle, elle fait des mouvements. Et pour contrebalancer les mouvements, il faut les suivre. Et donc c'est une façon, sauf que les mouvements sont courbes, et là ce sont des lignes plus plates. Et donc c'est une passerelle en métal, qui est absolument rigide grâce précisément à sa forme et qui est relativement légère. Pour une passerelle de 3 mètres de large, elle est légère et elle fait 180 mètres de long avec un poteau à 120 mètres et l'autre à 60 mètres. Donc les 120 mètres, c'est là où passent les bateaux, passeront les bateaux en dessous. C'est un projet qui ne verra pas le jour tout de suite, mais c'est un projet qui reste dans le plan directeur comme un projet extrêmement important, d'abord pour Falemprise, pour le désenclavement et donc pour que les touristes puissent se balader et aussi les touristes de la plate taille venir à Falemprise, hein, c'est pas seulement dans un sens, c'est vraiment dans les deux sens, donc pour faire vivre les deux stations, qu'elles se nourrissent l'une de l'autre, mais aussi parce que vous savez que le développement du cyclotourisme et que le cyclotourisme c'est un tourisme qui rapporte aussi de l'argent parce que, enfin, dans les localités, parce que ce sont des personnes qui vont consommer dans les bistrots, dans les restaurants, dans les magasins, qui sont souvent aussi à la recherche de produits régionaux. Donc c'est vraiment un chouette public pour des régions qui développent le tourisme. Les cyclotouristes c'est vraiment un bon public, et que cette passerelle est en même temps une sorte de carrefour indispensable au maillage du domaine, mais même sur l'ensemble des ravels du coin. Et aussi parce qu'elle permet de raccrocher ce que sera demain le chemin de l'Odeur, dont j'ai vu que vous en avez déjà parlé à l'une ou l'autre reprise ici au Conseil communal, donc le chemin de l'Odeur qui devrait permettre de suivre à pied et parfois en vélo, et quand ce n'est pas possible en vélo, de faire une boucle pour rattraper le prochain tronçon disponible en vélo, donc qui ira de la source de l'Odeur à Saint-Fontaine jusqu'à sa confluence avec la Sambre, à Charleroi, plus précisément l'ancienne commune de Marchenou. Voilà une vue, ça on voit bien les mouvements, sauf que les mouvements que vous voyez dans les études des ingénieurs, ils sont arrondis. Là, ce sont effectivement des angles là, avec la partie serfontainoise, puisqu'il y a une partie sur Saint-Fontaine, une partie sur Frachapelle, la partie serfontainoise qui est surélevée et qui entre dans le bosquet sur la partie Hélière. Le centre d'accueil, comme je vous le disais, ce sera une autre phase importante pour nous. On n'a pas encore le moindre copec sur le centre d'interprétation. Par contre, la région wallonne a des crédits FEDER pour la rénovation exclusivement énergétique. Donc notre travail à nous aujourd'hui, c'est de permettre la rénovation énergétique, donc de discuter avec c'est pas moi qui discute, je vous rassure tout de suite, c'est l'équipe conseil et c'est notre bureau d'études. Donc c'est de discuter avec la région wallonne pour que la rénovation énergétique n'injurie pas l'avenir qui est de faire de ce beau bâtiment un centre d'interprétation. Pour éviter notamment de casser des choses qu'on aurait faites 2 ou 3 ans en avance, c'est complètement stupide. C'est ça aussi que ça sert au master plan, c'est vraiment de faire les choses pour qu'elles préparent l'avenir successivement.
Alors ça, c'est un des dossiers qui fâche. Donc nous avons un dossier qui est prêt à être lancé dans le cadre d'un marché public exclusivement privé, avec un investissement exclusivement privé, avec une obligation de moyens, mais on n'a jamais une vraie obligation de résultat, parce que ça dépend du nombre de candidats qui vont soumissionner. Comment est-ce qu'on s'est donné un maximum de chance? En créant des groupes de travail qui ont ramené, qui sont des groupes de travail introduits dans les milieux équins. C'est un mot que je ne prononçais jamais avant de travailler à l'auteur, j'ai découvert ce mot-là, les milieux équins, les milieux des chevaux, hein, les milieux équestres. Et donc, ils ont rassemblé toute une série d'informations, de tendances qui ont été compilées, qui ont été envoyées à nos experts en marché public, donc un bureau privé spécialisé, et qui a compilé tout pour balayer le spectre possible de l'équitation et des sports équins de façon générale. Donc on se donne un maximum de chance. Si ça ne marche pas, le conseil d'administration a d'ores et déjà pris la décision que dans ce cas-là, on profiterait des infrastructures pour lancer alors à ce moment-là un appel à projet, mais qui ne porterait plus sur les centres équins, qui porterait sur de l'activité indoor. Pourquoi encore? Pour favoriser le fait que les logements ils sont pris à 75% occupés ou 80% occupés toute saison, plutôt que 30% en hiver et 90% en été. L'aquacentre, même chose. Procédure de lancement d'un dialogue compétitif. Donc pour le moment, la ministre conserve l'étude sur son bureau, mais elle a précisé que c'était en attente d'une étude complémentaire qu'elle souhaite faire réaliser. Donc on attend aussi, mais même si pour nous il y a urgence, c'est extrêmément important. Je crois que c'est bien aussi pour les populations locales. C'était un centre qui était, si ce qu'on m'a dit est vrai, qui était fort utilisé par la région de Sainte-Fontaine de Projet. Et les écoles. Donc nous sommes prêts. Le marché public est prêt à être lancé, tant pour le centre aquatique que pour le centre équestre. C'est une procédure de dialogue compétitif. C'est le cabinet Parésia qui a fait, comme pour l'autre d'ailleurs, qui a fait le marché. Et si certains d'entre vous sont sur LinkedIn, eh bien, quand vous voyez les contributions sur les marchés publics sur LinkedIn, c'est systématiquement Parésia. 9 fois sur 10, c'est eux, et 9 fois sur 10, c'est Kim Mori, qui est celui qui travaille particulièrement pour nous sur ces dossiers-là. Donc, c'est pas n'importe qui, je pense qu'on n'a vraiment aucune crainte à avoir. Même chose, aujourd'hui et la fois prochaine, parce qu'on doit le faire en 2 fois, on va lancer un marché, et il sera lancé formellement au prochain conseil d'administration pour la halle polyvalente et les tennis qui sont à côté de la halle polyvalente, c'est pas très loin du centre aquatique, si vous voyez là. C'est aujourd'hui l'Andal qui l'occupe avec une espèce de petite plaine intérieure, ça fonctionne, ça vivote on va dire. Mais là on veut vraiment quelque chose d'important, de beau et qui ajoute encore une fois à l'activité indoor. Le golf qui malheureusement a fait l'objet d'un incendie, pour lequel je peux encore rien vous dire maintenant parce qu'on vient d'en discuter assez longuement d'ailleurs avec le conseil d'administration. Donc il y a des décisions qui seront prises relativement rapidement sur ce sujet-là. Par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que là aussi on a discuté avec des golfeurs, pas spécialement d'ici, mais d'ici aussi, avant même l'incendie, où tous étaient évidemment demandeurs d'un golf 18 trous plutôt que d'un golf 9 trous. Parce que moi je ne suis pas golfeur, moi je ne connais rien du tout, mais les golfeurs, les vrais golfeurs, ils se déplacent et ils vont parfois même très loin pour faire du golf, à condition qu'il y ait 3 golfs qui soient à proximité immédiate les uns des autres. Quand on dit immédiate, c'est une trentaine de kilomètres. Et donc il manque dans la région, non pas du logement pour les golfeurs, parce que ça on en a, il y a un golf à Ragny, mais il n'y a pas de logement. Et ici, on a un golf, mais c'est un golf 9 trous. Ça intéresse moins les vrais golfeurs. Autre chose qui les intéresse moins, donc on veut en faire un golf 18 trous, aussi dans le cadre d'un partenariat public-privé. Mais ce qui intéresse surtout les golfeurs aussi, c'est de faire tout sur du naturel, pas sur du synthétique. Or, à l'époque, le synthétique avait été vivement déconseillé pour des raisons de pollution, de trop forte consommation d'eau, des choses comme ça. Il semblerait que maintenant, des solutions existent pour tout ça, en conservant le naturel. Ce que le DNF nous confirme d'ailleurs. Et aujourd'hui,
On n'a pas de signature écrite, mais dans les discussions qu'on a avec la DNS, ils disent nous pouvons envisager favorablement une demande pour autant qu'elle réponde à un certain nombre de conditions. Donc il y a des obstacles qui se lèvent et qui sont intéressants et qui pourraient faire des lacs de l'Auteur une destination golfique. Et là, c'est bingo aussi parce que ce sont des gens qui viennent passer un séjour en toute saison pour faire du golf à Serfontaine, à Ragny et ailleurs à moins de 30 km. Le quartier du Moulin. Là, c'est une idée de réaliser un quartier nature et lacustre. On n'a pas d'image à vous donner, on aurait pu d'autres quartiers lacustres et nature. Ce sont des tout petits quartiers, ce sont des maisons un peu insolites qui servent à la location pour des touristes, et qui généralement sont des touristes qui recherchent le cadre le plus naturel possible. Donc évidemment, c'est pas là qu'on va mettre un bâtiment, un hôtel, des choses comme ça. Pas du tout. Alors, en plus, c'est un quartier que j'ai bien connu parce que j'ai très mal joué au football, mais j'ai quand même joué au football à Serfontaine un peu, mais mal encore une fois. C'était souvent parce qu'il manquait des gens pour faire l'équipe. Hein. Mais donc c'est un endroit que je trouve vraiment super beau aussi. J'ai d'ailleurs aussi me promené le long de la rivière, c'est très joli. Donc il n'est absolument pas question de toucher à ce charme-là. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, c'est de transférer, la demande a été formulée, de transférer la propriété du CGT vers le domaine des lacs de l'Odeur et de petit à petit préparer, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais préparer tout le dossier pour qu'on puisse un jour, avec consultation des populations bien entendu, mais envisager un hébergement insolite et paisible dans un espace toujours nature. Là, on veut vraiment privilégier le côté naturel. On peut envisager aussi un jour qu'il y aura peut-être un petit ponton pour les gens qui sont en vacances dans le quartier naturel lacustre et avec lequel ils pourront faire un bateau, un kayak ou une barque jusqu'à la station de Saint-Lamprise, par exemple. Donc ça peut être des trucs très chouettes comme ça, mais ce n'est en rien un tourisme de masse. C'est vraiment un tourisme bien spécifique. Voilà, juste pour vous dire que c'est pas facile tous les jours, parce que les moyens humains aujourd'hui, c'est 9 ouvriers temps plein, c'est 11 et demi employés, donc on est à 20 TP, et là-dedans je compte les maladies de très longue durée aussi. Donc c'est pas en fait 20 TP qui sont sur le terrain tout le temps, mais c'est une chute de 60% par rapport à 2018, donc vous voyez quand on dit qu'il y a eu quand même de gros mouvements, on peut se rendre compte de cette déperdition. Et donc c'est pour ça que, comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, on a fait appel à une communauté d'experts. On ne remplace plus poste pour poste maintenant. On attend l'un ou l'autre départ pour aller chercher une compétence qui n'était plus celle dont on avait besoin avant. On avait récupéré du personnel, par exemple, de la SBL qui travaillait à l'Aquacentre. Mais voilà, après, comment est-ce qu'on reconvertit ces personnes-là on ne peut pas les mettre dehors. Donc ce sont des personnes qui petit à petit s'en vont et on doit remplacer par des profils dont on a cruellement besoin aujourd'hui. Et on a mis en place une nouvelle organisation. On renforce un rôle qui avait été aussi abandonné, le pouvoir horreur du vide. Je vous ai dit tantôt qu'on est resté presque 5 ans sans directeur, du tout. Et donc forcément, pendant ce temps-là, les partenaires, les concessionnaires, il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils s'organisent. Donc ils ont pris un rôle qui était en principe celui de l'ASBL, sauf qu'il n'y avait pas de coordination, puisque chacun faisait sa propre coordination. Donc ici maintenant, on reprend petit à petit un rôle de coordination, mais on le co-construit avec les partenaires, parce qu'il y a des choses qui feront toujours mieux que l'ASBL, et on va pouvoir en bénéficier. Ceci ne mange pas de pain non plus, c'est l'optimisation des modes de gestion du site. Comme on n'est pas nombreux, on a défini un protocole avec des températures. Selon que les températures sont très chaudes ou pas très chaudes ou pluvieuses, on s'attend à de l'affluence. Donc on applique une règle qui est la règle du J+3 ou de J-3, pardon. Donc c'est avec la météo, on s'attend à des pics. Et alors à ce moment-là, on fait venir un peu plus de personnel étudiant,
On prévient nos zones de police qui n'ont pas des moyens non plus illimités, vous le savez mieux que quiconque. On sait qu'on va devoir collecter plus de déchets, donc on s'organise comme ça en optimisant, donc en prévoyant les pics et tout ce que ça génère. Important pour nous, le titre avant c'était lutter contre les incivilités, mais on m'a dit qu'en communication il fallait toujours faire le positif, donc on a mis favoriser le vivre ensemble plutôt que lutter contre les incivilités. Donc effectivement il y a la question de la sensibilisation, mais c'est aussi un renforcement. On va bientôt réunir les différents acteurs de la société, de la sécurité, et pour step by step chaque année être de plus en plus performant avec le peu de moyens dont on dispose. Et une fois par an, il y a une réunion avec les zones de police, les bourgmestres, les représentants du gouverneur, les pompiers, mais c'est chaque fois pas deux, hein, puisque c'est Edo Namur, hein, tous les fois deux, hein, même les fonctionnaires délégués. D'ailleurs, si pour la passerelle, si heureusement qu'il existe une astuce pour pouvoir se laisser qu'à un fonctionnaire délégué, sinon on aurait affaire à deux fonctionnaires délégués qui pourraient avoir des avis différents. Bon, heureusement, on y échappe. Mais donc favoriser le vivre ensemble, et notamment par la question de la sécurité, et c'est toute la question de la mobilité, sur laquelle on est en train de travailler maintenant. On n'a pas encore beaucoup avancé, sauf que on a quand même accéléré le pas avec notamment avec le SPOE, infrastructure mobilité. On est en train de... Vous savez qu'il y a eu à un moment donné une grande discussion et la mise en œuvre d'un parking payant au centre d'accueil. À un moment où le centre d'accueil lui-même n'offrait plus énormément d'activités. Donc il y avait quand même là une certaine difficulté de faire en sorte que les gens payent leur parking. En plus, c'est le tout venant qui peut payer le parking. Si c'est pour venir chercher une information, on paye le parking. Si c'était pour manger, pour aller manger un bout, on paye le parking. Donc on doit maintenant trouver des moyens à ce qu'effectivement il y ait un paiement du parking, mais qu'il y ait des conditions particulières, par exemple pour les populations locales, qu'il y ait un paiement des avantages pour les gens qui vont faire vivre l'ORECA, les commerces. Voilà. Tout ça, on est en train de plancher sur une proposition. Ce n'est pas non au parking payant à certains endroits, mais c'est non au parking payant si on n'est pas dans les conditions, effectivement, et si on ne le fait pas de façon aveugle, sans nuance et sans respecter les différents utilisateurs. Par ailleurs, les routes du SPOE étaient des routes qui permettaient, et sont toujours des routes qui permettent, même si ce n'est pas autorisé en principe, et qui permettent de se garer tout le long de la voirie. Et donc c'était le pic, pendant le parking payant, le pic d'utilisation du parking a été de 30%, et c'est un 15 jours. Donc on vous dit, donc le parking était vide à 70%, par contre sur les voiries, il n'y a plus moyen de circuler. C'était donc là on mène vraiment une vraie réflexion, mais on l'a fait plus tout seul, pas en champ, on l'a fait avec le SPOE, pour que le SPOE puisse faire les interventions qui leur reviennent aussi. Puis, en image et en communication, la plupart d'entre vous maintenant l'ont vu. Ce n'était pas au départ le rôle de notre équipe conseil de dessiner notre logo. Il se fait qu'ils ont dessiné un projet de logo pour le confier à une boîte dont c'est le métier de faire des logos. Sauf que quand on l'a testé, il a passé tous les tests parce qu'on l'a testé auprès de plusieurs clubs d'affaires, par exemple, mais d'autres aussi visiteurs des lacs. Et on a mis expressément dans la présentation 2 fois le logo, une fois de façon discrète et une fois vraiment de façon hyper visible. Et donc quand les exposés étaient finis, volontairement, on a demandé aux gens est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Et la plupart du temps, on nous disait mais il n'y a plus la haie, le labyrinthe du centre d'accueil, par exemple. Ça, c'est revenu plusieurs fois. Jamais personne n'a parlé du nouveau logo. Ça voulait dire qu'il était d'office adopté. Et donc, on a évité les frais d'un concours pour réaliser un logo. On a tout simplement pris le logo qui a été réalisé par le graphiste de l'équipe conseil, et qui représente la tour de la bataille, forcément, les lacs et le mouvement. Et là, c'est un astre. Alors, c'est un astre dans lequel
peut-être qu'un jour, pour représenter le lac de Falemprise, il y aura peut-être le geyser, on ne sait rien, je dis ça comme ça. Pour représenter le lac de Ferronval, il y aura peut-être une modélisation du spin. Voilà. Donc c'est un astre, tout simplement. On renforce également et on mutualise les moyens en matière de communication et de promotion. Je vous ai dit, la signalétique, les impressions, tout ce qui est web et médias. Ça, on le fait notamment avec le million qui n'a pas été supprimé, celui-là, sur la question de l'image. Et puis, il y a les moyens financiers. Je ne vais peut-être pas vous m'étendre là-dessus, sauf si vous souhaitez que je le fasse. Il n'y a rien à cacher, là, vraiment. Mais, je ne sais pas, Christophe. Bon, je connais, mais si quelqu'un Vous souhaitez qu'on les passe en revue ou... On peut parler de tout. Hein. Allez. Ben, donc les sources de financement, on a des moyens en fonctionnement qui nous sont octroyés par le CGT. Donc le fonds, c'est comme à la commune, hein, c'est budget ordinaire et extraordinaire. C'est pas vraiment délimité comme ça, mais c'est le même principe. Hein. Et donc là, c'est le CGT qui nous octroie une subvention de fonctionnement qui avant était quand même relativement conséquente. Et vous verrez, puisque vous avez souhaité voir nettement moins maintenant. Une subvention en investissement aussi du CGT, qui est la subvention, je dirais, traditionnelle pour l'entretien du patrimoine. Et exceptionnellement, on avait 9 millions de la fiche PRE 185, donc du plan de relance wallon, et qui sont devenus 4,5 millions. Donc on suspend la passerelle, c'est le cas de le dire, on suspend le projet passerelle et on massifie les 4,5 millions sur Falemprise. Cette idée de massification, elle est récente, elle date du conseil d'administration ici, puisqu'au départ, les 9 millions, on pensait aller les chercher avec 500 000 interventions là-bas, 500 000 interventions ailleurs, et donc on a décidé non. Il faut maintenant, si on veut faire un effet waouh sur Falemprise, il faut massifier sur Falemprise, et il faut aussi massifier sur le désenclavement de Falemprise. C'est pour ça qu'on a tout opté sur le Namurois dans le PRE. Et alors le budget de promotion et communication, je vous disais, il y a le million du PRE sur plusieurs années, c'est pas un million par an, hein, donc sur plusieurs années, et il y a aussi la subvention annuelle du CGT. Là je vois un petit peu bien, donc je vais me rapprocher parce que c'est là que ça va se faire. Donc ça c'est la subvention de fonctionnement qui tournait avant autour de 2 300 000 € annuels. Donc vous voyez, c'était généralement ça. Parfois un pic. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui avait été demandé par le gouvernement. C'est généralement une mission pour ordre, entre guillemets, et donc qui nécessitait pendant une seule année des moyens supplémentaires, mais on tournait autour de 2,4 millions généralement. Et puis en 2018, il y a eu en 2018, vous voyez une augmentation à 3 640 000 €. En fait, c'est pas un effet d'optique, mais c'est tout simplement lié au fait que la subvention en investissement a été réduite à 0 et qu'on a transféré ce qu'il y avait dans la subvention en investissement dans la subvention de fonctionnement. Et très généreusement, les prédécesseurs ont accepté de rembourser au gouvernement donc le 1 250 000 € venant du budget investissement, alors que pour la région wallonne, c'était une opération neutre, simplement neutre, puisqu'elle changeait, elle transformait la subvention investissement en subvention de fonctionnement. Donc 1 250 000 € à rembourser, et je vous dis tout, tellement généreux les lacs de l'Odeur qu'on a dit on ne va pas vous rembourser 1 250 000 €. On va vous rembourser 2 250 000 €, alors qu'il n'y a pas eu réellement de prêt. Aujourd'hui, on les paye encore, ces 2 250 000 €, parce que c'est par une subvention dégressive, et on en est maintenant... Oui, c'est ça. Et on en est maintenant revenu à une subvention qui est de l'ordre, qui sera en 2027 de l'ordre de 2 065 000 €. Et ce sont des subventions qui ne sont pas indexées du tout. Et là, c'est ce que je vous disais en investissement. Je suis désolé, je ne vois pas bien. Là, c'est les investissements du PRE pour la passerelle de Falemprise.
pour la passerelle et pour Falemprise. Donc Falemprise ici, donc vous voyez, ces chiffres-ci ne sont plus bons, hein. On va devoir les corriger puisqu'on a enlevé, sauf les frais d'études de la passerelle, pour remobiliser sur Falemprise, pour faire les 4,5 millions nécessaires pour les investissements sur Falemprise. La subvention image et promotion, communication, image, même chose. PROE, c'est 1 100 000 plus exactement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, c'est sur plusieurs années. Et la subvention 2024 du CGT était de 170 000 euros. Et ceci, c'est un tableau qui résume mieux ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous avez les interventions du CGT sur 2 allocations budgétaires. Les allocations du PROE, mais c'est avant évidemment le fait qu'on supprime la connexion au-dessus du lac de l'Odeur. Des interventions du SPOE, donc qui ne sont pas sur notre budget, et du partenariat public-privé, c'est-à-dire que là, nous, on ne paye rien, on met éventuellement à la disposition du foncier, donc les terrains, les bâtiments, mais on ne sort pas 1 euro de la caisse. Et donc, vous voyez, hein, le CGT, station de Falemprise, connexion cyclopiétonne, c'était une partie sur l'allocation de base du CGT, une petite partie, en fait, c'est pour faire les 2 espaces publics en entrée et en sortie, ou en sortie et en entrée de la passerelle. Tout le reste, c'était pour la station cyclopiétonne, porté sur les années 23 et 24, donc on lançait, on était sur des budgets 23-24. La station de Falemprise, elle est entièrement sur le PROE. Le centre d'accueil, il est sur des budgets, partiellement sur des budgets PROE, mais surtout sur un budget du SPOE MI, donc mobilité infrastructure. Le centre équestre exclusivement du privé, partenariat public-privé. Un polyvalent public-privé, Aquasan public-privé. Ça, c'est assez nouveau, hein. C'est vraiment la sollicitation pleine et entière du secteur privé, parce que ce n'est pas le privé qui va payer de la mobilité. Ce n'est pas le privé qui va nous faire une connexion avec une passerelle. Je veux dire, ça n'a pas de sens pour eux. Et alors pour l'image et la promotion, mais vous voyez aussi hein, la répartition, essentiellement sur les fiches 185 du PROE, rien bien entendu du côté du SPOE EMI, et pour le reste, des subventions partielles et par année du CGT. Voilà, c'est peut-être un peu plus brouillon pour les finances, parce que tout vient de changer maintenant depuis la suppression d'une moitié de notre programme de réforme. Et voilà qui clôture cette présentation. Merci. Un peu long, désolé. Merci Christian. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Petite question, vous n'avez pas évoqué le domaine de Paris. Quel est son statut actuellement au niveau de la SBL? Est-ce qu'il y a un partenariat public-privé? Est-ce que c'est entièrement public? Donc attends, le bateau, c'est Le centre cyclo. Ah oui, c'est ça. Mais pour le moment, il est exploité par le groupe Lamy, avec difficulté. Enfin, avec difficulté, non, il est exploité, mais ils y ont installé les locations de trottinettes et des choses comme ça. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, au conseil d'administration, mais Christophe et moi, on n'insiste pas à cette partie-là, elle n'était pas finie. Mais donc le groupe Lamy a un gros projet d'investissement, essentiellement sur la plate-taille, mais aussi sur cette partie-là, à charge pour la SBL de remettre en mouvement et de mettre à disposition un remont de vélo, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un tapis hein, pour le vélo. Et donc on est en discussion pour le moment avec le groupe qui investirait relativement massivement dans de nouveaux projets, mais qui concernent aussi des engins roulants, qui sont des vélos, mais pas forcément des vélos, et qui visiblement sont tendance dans d'autres stations touristiques, mais ça nécessiterait un petit investissement de la SBL. Investissement qui fait partie de nos demandes au CGT, déjà. Donc, groupe Lamy qui a déjà l'acrobranche, c'est ça qui est déjà sur deux. Maintenant, c'est pas tout qui le font. Mais l'acrobranche, ils vont aussi, ils ont un projet de rénovation complète de l'acrobranche.
Pour les hébergeurs, je les appelle comme ça, c'est important d'avoir de l'activité indoor ou d'avoir de l'activité à proximité parce que c'est ce qui fait que les gens restent. Sinon, c'est pas intéressant pour eux. Et quand je dis groupe l'ami, c'est quand même aussi, je n'ai pas la proportion en tête, mais c'est quand même aussi beaucoup de petits propriétaires qui ont acheté une maison, mais à la condition de la laisser à la location un certain nombre de jours par an. Donc tout n'est pas au groupe, mais ils ont quand même pas mal de maisons. Par rapport au moulin, à l'heure actuelle, il y a une partie du musée de Serfontaine qui est dans le bâtiment du moulin. Voilà, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que vous comptez garder le bâtiment qui est quand même dans un état un petit peu avec de délabrement? Aujourd'hui, on n'est pas propriétaire du bâtiment. Enfin, on n'est pas propriétaire du bâtiment, donc le propriétaire reste au CGT. Il y a une demande de transfert en cours. C'est évident que le jour où ce sera transféré, on aura la légitimité pour mener une étude pour voir comment est-ce qu'on pourrait envisager un quartier nature, lacustre, là-bas. C'est les bureaux d'études qui vont venir nous dire il y a un bâtiment qui est magnifique, il faut le sauvegarder, ou qui vont venir dire non, ça ne va pas. Aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de le dire. Même demain, moi, je ne serais pas capable de le dire si avant, on ne me conseille pas. Entendons-nous, même si, admettons, dans quelques mois, les lacs de l'odeur deviennent propriétaires, je vois mal les lacs de l'odeur chassés du jour au lendemain, les collections du musée. Voilà. On va retrouver peut-être à nous de trouver peut-être un lieu adapté. Oui, c'est évident. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais aussi, si on fait un jour quelque chose là-bas, on va le faire dans le cadre d'une consultation. D'abord, on est dans des périodes où il ne faut plus rien faire, aller d'un peu grand sans faire de consultation. Ça n'a pas de sens, c'est risqué. En même temps, en termes de communication, c'est pas très bon. Je pense que quand les gens comprennent là où on va en venir, maintenant, on ne sait pas tout expliquer tout de suite, on sait expliquer où on va en venir, mais on ne sait pas comment ce sera encore là maintenant. Ce sera bien de peut-être faire une conférence citoyenne, etc. À ce moment-là, ce sera intéressant de pouvoir se jaser. Véronique? Une des problématiques autour des lacs, ça reste toujours le stationnement. Oui. Et c'est vrai que les investissements, c'est très bien pour la région, ça oui, mais quid du stationnement, parce que ça va encore accéder beaucoup plus de monde, ça c'est certain, comme ce sera rempli. Oui, c'est pour ça que je trouve qu'on ne peut pas faire. Enfin, on va dire qu'on fait peut-être beaucoup d'études, je trouve qu'on fait beaucoup de surétudes. On n'a encore parlé tantôt d'ailleurs, c'est parfois des études qu'on fait 2 fois, 3 fois. Mais par contre, une vraie étude de mobilité qui comprend la question du stationnement, ce ne serait pas du luxe. Et ce ne serait pas, à mon avis, une grosse étude non plus, parce que c'est un domaine, donc c'est assez circonscrit. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des formules, mais particulièrement pour les heures de pointe. En été. Si on prend par exemple la plate taille, pas pour les heures, les jours de pointe, mais si on prend l'exemple de la plate taille, on doit s'y prendre tôt à l'avance pour trouver des accords avec des fermiers qui ont des terrains à disposition. On a la ferme de Vendôme, jusqu'à côté d'un terrain, mais il y a aussi d'autres terrains comme ceux-là qui se prêtent bien, mais il faut préparer ça assez longtemps à l'avance. Et on peut imaginer que ça m'ouvre comme dans les périodes. De toute façon, vous avez vu tantôt, on travaille avec des codes il fait très chaud, on va avoir un grand pic, donc on va avoir beaucoup d'affluence, donc il va y avoir des problèmes de parking. Ben, il faut les ouvrir à ces moments-là. Et ces moments-là, c'est des moments où il fait beau et sec, donc on n'abîme pas. Quand il pleut, de toute façon, les gens ne viennent quand même pas. Sauf ceux qui sont sur site, ou les randonneurs, qui sont pas en très grand nombre. Donc, effectivement, il faut qu'on travaille, mais qu'on ait un raisonnement aussi par rapport à la question des saisons. Oui, c'est quelques mois sur l'année. Oui, il y a même parfois quelques jours sur un mois. Si on prend l'année passée, il a fait très mauvais pendant l'été, et particulièrement en juillet, si mes souvenirs sont bons, mais il n'y avait pas beaucoup de monde sur les lacs. Il y avait des gens, c'est des gens qui avaient réservé des hébergements, qui n'avaient pas d'autre choix que de se mouiller. Pour les visiteurs d'un jour, peut-être voir aussi, parce que vous parlez d'une étude de mobilité, quels sont les liens à refaire aussi avec les points de mobilité, que sont la gare de Walcourt. Exactement. Notamment les gares de Exactement. Là, il y a quelque chose à revoir. Il y a eu à une époque des liens qui sont créés, puis ça s'est un peu estompé. Exactement. C'est un des points. Oui, et d'ailleurs, je crois que le TEC Charleroi est en train de travailler aussi avec le Namur, parce que je pense qu'il faut aussi décloisonner l'histoire des frontières. Parce que
le domaine, il est à cheval sur les deux. Ouais. Donc c'est un peu con que le texte soit préoccupé, qu'une partie du texte soit préoccupée d'une partie du territoire et qu'une partie soit préoccupée d'une autre. Mais c'est effectivement un enjeu majeur. Et d'ailleurs, je pense que ça figure dans le mémorandum des lacs, ça c'est sûr, mais je ne pense pas que dans le mémorandum de Charleroi Métropole, c'est un des points majeurs qui est revendiqué. Est-ce qu'il y a un projet de réfection de certaines pistes cyclables, etc. Ou est-ce que c'est vraiment laisser la gestion des routes on a, voilà, autour du jaune, etc. Les pistes cyclables sont quand même dans un état archaïque, si je peux dire. Les pistes cyclables, c'est la responsabilité du SPOEMI. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être mis en place, justement On discute avec eux. Voilà, oui, C'est compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens non plus. Maintenant, si on dit un jour, on dote les lacs des moyens de pouvoir entretenir les pistes cyclables, je ne demanderais pas mieux que de le faire. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne font pas la différence quand on se plaint, par exemple, avec l'état de piste cyclable, qu'est-ce qu'il fout tout là c'est pour la carte. Non, bien sûr. Et je comprends la réaction aussi des gens. En fait, la réponse du SPOE maintenant, mobilité infrastructure, pardon, c'est de dire ce ne sont pas les pistes cyclables. Et donc tout ce que vous voyez comme accotement en béton n'ont jamais été reconnus officiellement pistes cyclables. Ce que le SPOE entretient, c'est toute la partie, je veux dire, Ravel autour du lac qui est sécurisée. Ouais. Ça, oui. Plus la piste cyclable qui nous concerne officiellement sur Silorieux le long de la Brocante, qui pose problème, c'est ça qu'on fait un itinéraire bis. Mais c'est ça qu'ils vont répondre. Tout le reste, ils disent non, c'est bande de béton, c'est un accotement comme ça qui est fait, mais c'est pas officiellement une piste cyclable. Voilà, c'est vraiment fait en parlant de mobilité. Quand on part de la gare de Waco pour arriver justement au Falemprise, si un jour vous avez l'occasion de le faire à vélo, c'est à hauteur de Silorieux, dans la côte, etc. C'est une aberration, on part à gauche, à droite. Maintenant, ce ne sont pas des vraies pistes cyclables, mais ce serait peut-être quelque chose à travailler. Mais ce qui est une aberration aussi dans ce sens-là, pourquoi il y a, je pense, maintenant une histoire comme 16-17 ans de ça, créer quelques centaines de mètres de pistes cyclables et puis. C'est ça, je veux dire. Oui, c'est un peu Je comprends. Mais je l'ai fait, c'est vrai que c'est pas même à Soumont, on arrive justement pile à Falemprise, on est à gauche, à droite, à gauche. Il n'y a pas de passage pour piétons, enfin il y en a un, mais c'est quand même pas hyper sécurisant. Je vous ai cité tantôt l'étude qui avait été commandée en 2018 par le ministre Collin. Il y a dans cette étude des éléments déjà assez nombreux que pour faire une proposition de politique de mobilité. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, il suffit de prendre les études qui existent, de retravailler sur ces études-là, d'actualiser le cas échéant, et puis après de formuler une proposition. Mais ils sont allés relativement loin. Il y a une bonne base. Et le SPOE nous a promis, en tout cas sur la partie itinéraire, enfin c'est quand même, on va pas faire une distinction, mais de très vite se mettre maintenant, au moins prendre des mesures provisoires de signalisation beaucoup plus fortes de pistes qui ne sont pas signalisées aujourd'hui comme pistes cyclables, notamment sur, c'est la nationale qui va du centre d'accueil jusqu'au centre, enfin jusqu'à la station. Mais il faudrait que ce soit un peu partout comme ça. Sur lesquelles beaucoup de voitures se verront aussi. Oui, c'est ça. Donc ils disent que s'ils les marquent très fortement, que là, les voitures n'ont plus de... Alors après, on regardera peut-être avec Serfontaine et avec Frochapelle si on n'a pas intérêt à, et si c'est possible aussi, à créer une sorte de régie intercommunale, j'en sais rien, pour les redevances administratives, avec du personnel peut-être de la SBM et qui serait chargé de mettre des redevances, c'est une façon de faire rentrer de l'argent aussi quelque part dans les pièces. Et tout ça demande des études, enfin des études juridiques qu'on peut faire parfois soi-même ou avec des partenaires mais qui mobilisent des énergies dingues. Moi, j'ai une toute dernière question, parce que vous parlez de l'aménagement des sites et notamment des belles perspectives avec le site de Valentin, mais dans la pièce, le placement de grillages qui sont très peu esthétiques, et je crois que les gens le bourgmestre de Frochapelle en soulignant très peu esthétiques. Quels sont vos dialogues que vous avez justement avec la Sofico on sent qu'il y a là aussi un cloisonnement très fort. Oui. Bon, à la fois, la Sofico qui ne parle pas ou qui ne demande pas ce qu'il faut aux services urbanistes des communes, et à la fois, je sens aussi qu'au niveau des lacs. C'est très simple.
Donc, moi, j'ai réagi très violemment quand j'ai vu ça. J'en ai discuté avec Stockist très vite, qui n'aimait jamais de ça quand on en parlait. On a envoyé des photos. Le bourgmestre de Frachapelle a fait un tas, c'est sur la commune de Frachapelle. Mais peu importe, je pense que ça trouve son explication, encore une fois, sur le fait que depuis 2018, il n'y a plus d'interlocuteurs au lac. Et donc chacun, le SPOE, fait ses trucs. Et je comprends, on ne peut pas leur en vouloir. Ceci dit, on a fait une réunion avec eux, à Namur. Ils étaient quand même, tous les services étaient représentés, les fonctionnaires délégués étaient là, notre bureau d'études était là. On a fait offre de service jusqu'à présent, on a été consulté, mais on vient de on comprend qu'il faut effectivement sécuriser là où il y a les bâtards d'eau, parce que c'est relativement dangereux. C'est difficile de justifier qu'on met des grandes grilles comme ça. Esthétiquement, il y a mieux. Pour les pigeons, enfin dire que ce soit des pigeons armés. Oui, voilà. Tout une galerie qui fait partie. Alors même si l'architecture béton n'est peut-être pas la plus sympa, mais là, il y a quand même voilà, c'est l'image aussi de barrage. On fait ça aussi depuis que je suis au lac, et précisément à cette réunion-là, où Benoît Maurice, qui est un prof, en demi-heure, enfin, ils sont plus ou moins, un des plus réputés, on va dire, d'urbanisme, etc., il disait que, j'ai plus le nom en tête, Christophe, tu as peut-être des architectes qui ont pensé la tour, les éclairages, etc. Et il paraît que mondialement, il est réputé, enfin on l'appelle le Eiffel belge. Donc pour les étrangers, c'est le belge qui est l'équivalent de Gustave Il y a une réflexion derrière. Donc en disant, c'est vraiment une architecture Le incroyable. fait de ne pas mettre à mal non plus évidemment. Il s'apprêtait aussi à mettre des poteaux sur les autoroutes. Non, ça va, ils ont accepté quand même de ne pas les mettre, on n'a pas encore compensé. Parce que ça fait partie d'un tout. Mais encore une fois, je ne peux en vouloir à personne, tout simplement, enfin personne, bien sûr, on peut aller chercher ce qui s'est passé avant, mais s'il n'y a personne, au lac, on s'est interrogé personne. J'ai une dernière question aussi. Est-ce qu'il y a une politique d'embauche avec la commune, par exemple le centre de Falemprise? Est-ce qu'il y aura peut-être un partenariat, des formations linguistiques ou quelque chose qui pourrait dynamiser un peu l'emploi dans la commune, par exemple? Ou c'est pas du tout envisagé ou pas pensé? Ce serait une bonne idée, mais ce n'est pas les lacs qui engagent. Alors maintenant, moi je suis vraiment pour le partenariat. Par exemple, on a renoué le dialogue mais de façon hyper constructive, ce qu'il n'y en avait plus non plus avec la maison du tourisme, par exemple. Sur des questions comme celle-là, je crois que c'est vraiment intéressant. Mais ce n'est pas les lacs qui engageront. Sauf si on trouve des déménageurs, ou des sauveteurs, des choses comme ça, peut-être des stewards. Demain, peut-être des gens qui pourront mettre des redevances d'amende administrative. Enfin, je ne sais pas, j'invente, mais c'est effectivement important, et c'est important de le faire avec les gens du cru. En plus, c'est facile pour les moyens de déplacement. Merci beaucoup. Non, avec plaisir. Merci pour votre invitation et votre intérêt. Merci. Et bonne fin de conseil communal. Oui, Et donc lors du jour de la séance publique du conseil communal est épuisé. Je prends donc ce micro.